Bonjour à chacun, nous nous retrouvons aujourd'hui pour corriger l'épreuve spécifique MP du concours CCP, concours commun polytechnique 2017, consacré donc à la résonance magnétique nucléaire. Donc je vais faire la correction je pense en 2 vidéos. Donc j'ai déjà rédigé, c'était beaucoup de petites questions en enfilade assez simples. Donc on va gagner un petit peu de temps dans la correction puisque j'ai écrit des choses au tableau. Je signale aussi que dans cette épreuve, donc, il était question de précession et puis de calcul de champ magnétique, des thèmes que j'ai déjà abordés largement déjà dans des vidéos publiées avant les concours. Donc on y va pour cette petite question. Donc je vais mettre le lien vers l'énoncé de la vidéo dans la description. Et puis j'espère que ce sera en ligne très bientôt, peut-être pas aujourd'hui, puisque le concours commun polytechnique vient de se terminer. Mais donc on part donc sur la partie 1, comportement d'une population de dipôles dans un champ magnétique, dipôle magnétique. Donc je ne relis pas forcément toutes les questions en détail, je les résume parfois. Donc on avait une boucle de courant, donc avec une intensité I, dans une boucle de rayon R, et on nous demandait donc de donner la définition du moment magnétique associé à cette boucle de courant. Donc ça pourrait être tout à l'heure un électron dans le modèle de Bohr ou plutôt un proton qui tourne sur lui-même. Donc le moment magnétique, c'est l'intensité du courant fois le vecteur surface. Donc il y a une question d'orientation. Si on oriente donc algébriquement le courant I comme ça par la règle de la main droite, donc c'est le pouce qui va donner l'orientation du moment magnétique. C'est un pseudo-vecteur. Donc c'est I l'intensité fois pi r carré. Donc la valeur de la surface fois le vecteur n normal, donc ici c'est le vecteur EZ, orienté donc par la règle de la main droite ou du tire-bouchon. La question Q2, donc on te demandait d'expliquer pourquoi une sphère chargée en rotation autour d'un axe passant par son centre est caractérisée par un moment magnétique dont on précisera la direction et le sens. Alors, ça c'est peut-être pour donner un petit peu une image classique au spin. To spin, ça veut dire tourner sur soi-même, bien que justement le spin soit un concept purement quantique et pas comme ça descriptible par une image classique. Mais bon, c'est une image qu'on garde ici dans cet énoncé. Donc pourquoi est-ce que lorsque le proton chargé plus tourne sur lui-même, est-ce qu'il est équivalent à un moment magnétique? Donc il fallait simplement une petite justification qualitative, on ne te demandait pas de faire de calcul. Alors tu vois ici que je me suis lancé dans un petit calcul, je vais te le décrire très rapidement comment on pourrait le faire. Mais simplement ce qu'il suffisait de dire, c'est que si on découpe en volume donc, cette sphère, eh bien on voit qu'en tournant sur elle-même, elle crée un ensemble de boucles de courant et la superposition de toutes ces boucles de courant va créer un moment magnétique qui est la somme de toutes ces boucles de courant. Alors, c'est un calcul très classique, peut-être plus trop dans l'esprit c'est un peu technique des derniers concours, mais on peut le regarder quand même. Donc, alors, comment regarder la boucle de courant élémentaire? En fait, elle va être engendrée, sa section va être engendrée par 2 déplacements élémentaires, donc dr sur le vecteur ER, r dθ sur le vecteur Eθ. Et donc, si on fait tout le tour, on a intégré ça sur l'angle phi des coordonnées sphériques qui varie de 0 à 2π. Donc le moment élémentaire, c'est le courant élémentaire qui circule dans cette boucle de courant fois le vecteur surface, donc analogue à une spire filiforme. Donc la charge totale contenue dans ce volume, c'est ρ d'étau, donc il faudra évaluer ce volume d'étau, c'est ça qui est un peu technique en coordonnées sphériques, sur la période de rotation. Donc la charge totale en un tour, elle a traversé une section droite, fois pi hm carré, où h est la projection orthogonale du point M sur l'axe Z. Donc d'étau, alors qu'est-ce que ça va être que d'étau? C'est le produit des déplacements élémentaires, dr sur le vecteur ER, r dθ sur le vecteur Eθ, r sinus θ, normalement c'est dφ, mais j'ai intégré le phi de 0 à 2π, donc ça fait r 2π sinus θ, donc là tu as tout le volume en fait de cette boucle de courant, fois pi, et puis hm c'est r projeté sur le côté opposé à l'angle θ, donc r sinus θ au carré, on factorise les R, etc. Et donc après, il faut intégrer, évidemment, pour décrire toutes les boucles de courant, petit r entre 0 et grand R, d'où le R5 sur 5, et θ entre 0 et pi. Je te rappelle qu'en sphérique, θ varie entre 0 et pi, mais phi entre 0 et 2π. Et donc l'intégrale de sinus cube θ, en fait, c'est une fausse intégrale double, ça, puisque c'est, d'après le terme de Fubini, c'est le produit de 2 intégrales simples. Et ça fait 4 tiers. Donc voilà, bon, je passe rapidement.
C'était pas demandé. Mais enfin bon, si tu donnais peut-être pourquoi pas une idée de ça. Enfin, c'est le début de l'épreuve, il ne faut pas perdre trop de temps sur des choses non barémées, ça c'est sûr. Alors, question Q3, justifiée par analyse dimensionnelle, l'unité écrite dans le tableau des données. Donc, c'est l'unité du moment magnétique. Donc, le moment magnétique, il était donné dans une unité un peu originale. Hein, c'était en joules par Tesla. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude, avec cette définition du moment magnétique, I fois S, de le donner en ampères mètres carrés. Alors, est-ce que des ampères mètres carrés, c'est aussi des joules par Tesla? Eh bien, pour ça, on pouvait s'aider d'une petite indication qui était donnée, la ligne du dessous. Hein, c'est que l'énergie potentielle, c'est moins mu scalaire B, énergie potentielle en joules, B en Tesla. Donc, forcément, par analyse dimensionnelle, non pas de IS, mais de moins mu B, eh bien, on voyait que mu était en joules par Tesla. Bien sûr, il était hors de question d'aller redémontrer que les ampères mètres carrés, c'était des joules par Tesla. Là, tu allais perdre énormément de temps. Donc, quand tu dois faire de l'analyse dimensionnelle, tu dois t'appuyer sur des petites relations de ce genre qui te permettent de relier facilement les unités entre elles, bien entendu. Alors, question Q4, c'était l'histoire de la stabilité des positions d'équilibre d'un moment dipolaire dans un champ magnétique extérieur uniforme. Donc, l'énergie potentielle, c'était moins mu scalaire B. Donc, si on introduit θ, qui serait donc l'angle entre le champ magnétique et le moment magnétique. Donc ça fait faire moins mu B cos θ. On pouvait tracer l'énergie potentielle en fonction de l'angle θ. Ouais, c'est pas demandé, mais enfin tout ça c'est des petites choses qui valorisent ta copie. Et puis ça fait bien parce que c'est le début. Donc tout de suite tu mets l'examinateur dans ta poche. Donc les positions d'équilibre sont des minima d'équilibre stable, des minima pardon, de position d'énergie potentielle. Rappelle-le, hein, donc position d'équilibre stable, minimum d'énergie potentielle. Donc c'est quand mu et B sont alignés. À ce moment-là, le cos θ vaut 1. L'énergie est minimale. Et quand θ vaut pi, donc on a des positions d'équilibre instables, des maxima d'énergie potentielle. Donc c'est quand le moment magnétique est opposé au champ magnétique. Donc on a un maximum d'énergie potentielle. Donc on avait ces deux types de positions, soit parallèles, soit anti-parallèles. Question Q5. Évaluer la différence d'énergie en électronvolts entre les deux configurations d'équilibre d'un noyau. Donc la différence entre ces deux énergies, c'est 2 fois mu P B0. Donc on reportait donc 2 fois la valeur du champ. C'est pas mal cette unité, hein, parce qu'il suffit de multiplier par la valeur du champ pour connaître l'énergie en fait. Voilà, c'est pratique. On divise par 1,610-19 pour le mettre en électronvolts. Je te rappelle que 1 électronvolt c'est 1,610-19 joules. Et donc on obtenait 1,710-7 électronvolts. Question Q6. Comparer cette valeur à l'énergie thermique à 37 degrés. Donc, il fallait que tu connaisses évidemment cette expression KB fois T, constante de Boltzmann fois T, T température absolue. Donc, 273 plus 27, 300 Kelvin. Donc, ça faisait 4, 2, 10 moins 21 joules. On divise par 1, 6, 10 moins 19, donc 2, 6, 10 moins 2 électronvolts. Et on voit que cette énergie est beaucoup plus grande que la variation d'énergie entre les deux. Et ça, bien évidemment, ça va avoir une incidence sur la statistique de Maxwell-Boltzmann qui va suivre. Alors, Q7, on te faisait encore comparer donc, cette différence d'énergie entre les deux positions du dipôle avec celle de la liaison covalente OH, 5 électronvolts, et celle de l'énergie d'ionisation, donc pour arracher un électron donc à l'atome d'hydrogène dans son état fondamental, 13,6 électronvolts. Donc cette énergie est beaucoup plus petite que les deux autres, hein, ce qui justifie le fait qu'on pourra faire passer le proton d'un état à l'autre. On pourra faire des flip-flops, hein, des basculements de moments magnétiques sans évidemment porter atteinte à la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène ou en arrachant des électrons au milieu, aux molécules, aux atomes. Et donc voilà pourquoi en RMN, ben voilà, c'est une méthode non destructive d'analyse évidemment, et c'est ce qui en fait son intérêt. Pas de risque pour la santé, pas d'ionisation, pas de création d'ions. Alors Q8, rappelez un facteur multiplicatif près l'expression de la probabilité
d'occuper un état d'énergie E par un dipôle. Donc ça, évidemment, la probabilité, elle est proportionnelle au facteur de Boltzmann. On ne te demandait pas la constante de normalisation. Donc le facteur de Boltzmann, c'est exponentielle moins E sur KBT. Alors là aussi, tu peux valoriser ta prestation en rappelant qu'un facteur de Boltzmann, c'est toujours une compétition entre l'aspect mécanique et l'aspect thermique. L'aspect mécanique, c'est la minimisation de l'énergie potentielle. Donc les états les plus stables sont ceux du minimum d'énergie potentielle. Mais l'agitation thermique, plus la température est grande, plus la probabilité d'accéder à des états d'énergie élevés est importante. Et c'est ça toute la physique qui est contenue dans ce facteur de Boltzmann. Donc ça aussi, ce sera du plus bel effet de le voir. Évidemment, tu as vu ça avec l'atmosphère isotherme ou d'autres exemples qui sont d'ailleurs aussi sur notre chaîne YouTube. Alors, 49. Évaluer le rapport des populations N+, en équilibre thermique sur N- à la température T. Donc N+, c'était celle de plus grande énergie, donc énergie, l'équilibre instable. N- l'équilibre stable. Donc il suffisait justement, en faisant le rapport, on s'affranchissait de la constante de normalisation. Donc on remplaçait et on trouvait exponentielle moins 2 mu p B0 sur KT. On fait un petit développement limité. Exponentielle x, quand x est petit, c'est 1 plus x. Et donc on a cette expression ici. Donc après avoir évalué le rapport N+ sur N-, donc N+, c'est le nombre de particules dans l'état de protons, dans l'état d'énergie élevée. N-, c'est celui dans l'état d'énergie le moins élevé. Donc on a vu que le rapport N+ sur N-, il était plus petit que 1, mais pas tellement, puisque 1 moins mu pb0 sur kt est pratiquement égal à 1, évidemment, puisque comme l'agitation thermique, l'énergie d'agitation thermique est très grande devant la différence de niveau d'énergie, les deux niveaux sont pratiquement équiprobables. Mais évidemment, quand même, le niveau d'énergie le moins élevé est le plus peuplé. Alors pour quantifier cette différence de population entre les deux niveaux, on définit ce qu'on appelle donc la différence relative de population, état. Donc n- moins n+ sur n- plus n+, on voit évidemment que si n- égale n+, état égale 0. Donc quand état égale 0, c'est que les deux niveaux sont peuplés exactement de la même manière. Au contraire, si c'est n+ qui vaut 0, c'est-à-dire si le niveau du haut est complètement dépeuplé, alors état vaut 1. C'est un peu comme un facteur de contraste, hein, si on veut faire cette analogie. Donc on va simplement dire que les populations sont proportionnelles au facteur de Boltzmann, et on n'a pas besoin de connaître le facteur de proportionnalité. On s'aperçoit qu'on a la fonction SH, 2SH en haut, 2CH en bas, sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique. Donc ce qui nous donne du tangente hyperbolique mu p B0 sur KT. Et évidemment, comme cet argument est très petit devant 1, comme on l'a dit, eh bien on peut faire un développement limité à l'ordre 1 de la tangente hyperbolique. Et donc on obtient cette différence relative état 0, donc dans la question 11, donc qui est très petite devant 1. Alors j'ai dessiné ici le graphe de la fonction tangente hyperbolique, hein, donc même si ça ne t'est pas demandé, évidemment c'est toujours bien de le faire. Donc quand la température est très faible, c'est le niveau fondamental qui est pratiquement uniquement peuplé, il n'y a pratiquement aucun proton dans l'état d'énergie élevé, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais nous, on va se situer dans cette zone-là où l'agitation thermique, l'énergie d'agitation thermique est très grande et où la différence relative de population est faible, donc les deux niveaux sont pratiquement équiprobables. Et donc on pouvait faire l'application numérique et on trouvait 0,33 10-5 et c'est très petit devant 1, donc on est évidemment conforté dans cette idée. On va maintenant passer donc à la partie 1-2, question 13. Donc là, il s'agissait de retrouver l'expression du rapport gyromagnétique. Donc ça, c'est des questions, j'y avais répondu quelques jours avant les concours avec l'épreuve de Stern et Gerlach. Donc c'était une épreuve CCP, TPC un petit peu particulière que j'avais suggérée. Et donc il y avait toutes ces questions avec la précession de l'armoire. J'ai aussi sorti une vidéo avec une animation qui explique la précession un peu comme une toupie. On va refaire donc toutes ces questions-là. Alors, rapport gyromagnétique de l'électron. Donc, on a un électron qui tourne à vitesse, la norme de la vitesse est constante, donc un mouvement circulaire uniforme. Et cela définit un moment magnétique. Alors, on va voir qu'il est orienté vers le bas parce que la charge est négative. Donc, on nous demandait, question Q13, de définir
Le moment magnétique, donc c'est ISEZ, donc algébriquement on oriente I, même s'il est négatif, dans le sens du mouvement de l'électron. Donc le courant équivalent au mouvement orbital de cet électron, c'est moins E sur la période, puisque l'électron il fait tout le tour en une période. La période c'est 2pi sur oméga, oméga c'est V sur RB, donc ne confond pas la vitesse et la vitesse angulaire bien sûr. On réinjecte ça dans l'expression du moment magnétique, donc moins E V RB sur 2 vecteur EZ, donc le moment magnétique est vers le bas. Le moment cinétique, lui, il est vers le haut. On rappelle sa définition. Donc, c'est la position vectorielle, la quantité de mouvement. Les deux étant perpendiculaires, la vitesse est orthoradiale, il est selon plus EZ. Et le rapport gyromagnétique, donc quotient des mesures algébriques sur l'axe Z orienté, moins E sur 2ME, donc il est négatif. Question 16. Là, on nous parlait du proton, donc on nous disait que le moment cinétique, c'est un moment cinétique de spin, il vaut plus ou moins h bar sur 2. On nous donnait un rapport gyromagnétique de l'atome H isolé, et il fallait vérifier que la valeur numérique du moment magnétique était conforme à la valeur donnée par le tableau au début de l'énoncé. Donc il suffisait de remplacer, et effectivement, on retrouvait la même valeur. Donc ça marchait bien. Question 17. Il fallait exprimer en fonction de B0 et de gamma P la fréquence du photon qui permet donc de passer d'un état d'énergie à l'autre. Donc ça c'est directement lié au processus de RMN. Donc la différence d'énergie c'était 2 mu P B0 et donc il faut que le photon ait une fréquence telle que cette différence d'énergie égale H nu, un peu comme les niveaux d'énergie des électrons dans les atomes ou les molécules. Donc HC sur lambda. Donc on pouvait remplacer mu P par gamma P H bar sur 2. Donc on en déduisait la fréquence de résonance. On pouvait faire l'application numérique, 42 MHz, et donc la longueur d'onde C sur nu. Et on trouvait 7 mètres. Donc on est dans le domaine des radiofréquences. Voilà, je continue la suite dans une autre vidéo.